Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dernier rapport de gestion du fonds Europe Mid d'Indépendance AM. Pour rappel, ce fonds il est spécialisé dans les mid-cap européennes tout en appliquant la stratégie value d'Indépendance AM, c'est-à-dire des valeurs décotées mais avec une bonne rentabilité et une stratégie qui est validée par le management. Pour ce fonds, il est assez récent en fait, comme indiqué ici, on est sur un fonds qui a été créé en fin septembre 2024, donc il n'y a pas assez d'historique encore, et donc on n'a pas pour l'instant le track record du fonds, mais bon, je ne doute pas que, vu que c'est la même stratégie que pour les fonds small cap, je ne doute pas que ce fonds-là va complètement bien performer. Je ne sais pas s'il y aura une sous-performance ou une sur-performance par rapport aux autres fonds qui sont plutôt orientés small cap, parce qu'en général, les small cap sont plus performantes sur la longue durée, mais depuis quelques années en fait, les larges ont quand même bien surperformé par rapport au small cap. Bon, vu que c'est la même stratégie, je pense qu'on aura des résultats similaires. On a sur les principaux mouvements, donc je vais vous commenter les principales variations sur les entreprises que je connais. S'il y en a que je connais pas, par exemple Théon International, il faudrait que je creuse le dossier, je connais pas assez. Indra Systemas, donc ça c'est une action que j'ai dans le portefeuille de mon club d'investissement. C'est une société espagnole de défense / IT qui a très bien marché. Donc bonne variation, l'entreprise profite du plan de réarmement en Europe. Idem pour Dassault Aviation, on a une entreprise qui était complètement décotée, qui équivalait moins que la somme de la participation dans Thales et de son cash net, puisque Dassault Aviation a une énorme trésorerie nette grâce aux acomptes clients pour la réalisation des Rafales. Donc pareil, on profite du plan de réarmement en Europe, donc ça a bien fait monter l'action évidemment. Ensuite, Grupo Catalana Occidente, elle est sortie dans un de mes screeners value, et c'était en fait un assureur espagnol, et il y a eu une OPA à 50 €, donc ça a bien fait monter le cours de l'action. Évidemment, maintenant c'est trop tard pour se positionner sur cette entreprise. Hornbach, je ne connais pas, à creuser, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aille analyser cette entreprise. Publicis, on est sur une entreprise qui a été rentrée dans le portefeuille d'Indépendance AM, alors sur le small, et peut-être sur le small France, mais peut-être aussi sur le small Europe, je sais plus. En gros, c'était une large cap qui sous-performait en 2020, et c'était une des trouvailles de Eagons qui a déniché Publicis, puisqu'il était complètement décoté, qui respectait ses critères ses critères value, et donc eh bien ça a pas mal marché sur la longue route, et moi je pense que d'ailleurs c'est un peu trop valorisé maintenant, ils vont commencer à s'alléger à mon avis sur Publicis. Nexans, pareil, c'était un beau dossier value. Pour l'instant, la dernière fois que j'ai regardé, c'était encore décoté, donc je pense que vu que la baisse qu'il y a eu sur le mois de mars, et également vu qu'il y a eu une forte baisse là sur cette semaine à cause de la guerre commerciale, Nexans à mon avis revient sur des multiples tout à fait intéressants. Donc c'est un bon petit dossier value industriel, un peu cyclique évidemment, pourquoi pas. Pluxee, c'est vraiment le genre de business que je n'aime pas du tout, comme c'est indiqué ici d'ailleurs, vous voyez l'impact. Projet de réforme des tickets restaurants. Donc c'est un marché captif, c'est un marché artificiel, les tickets restaurants, donc on a aussi Edenred qui est dans ce business-là. J'aime pas du tout parce que il suffit que le régulateur change quelque chose et hop, les bénéfices sont coupés en deux. Donc à mon avis, il vaut mieux se tenir à l'écart de ce genre de dossier. Trigano, eh bien, c'est une société cyclique quand même. On a profité du super cycle, d'un fort cycle aussi après les déconfinements. Maintenant, je pense que c'est un peu risqué. Ouais, c'est un peu, on est en bas de cycle, et vu que ça va dépendre de l'état de santé du consommateur français, il se diversifie en Europe, mais là, l'économie française va pas très bien, donc je pense que Trigano c'est un peu trop cyclique. Maintenant, d'un point de vue multiple, c'est tout à fait intéressant, et l'entreprise est leader sur son marché, donc elle aura la capacité de souffrir. Mais est-ce qu'elle va rebondir bientôt? Ça, je ne saurais pas dire. Donc, à mon avis aussi, il vaut mieux plutôt être à l'écart de Trigano. On va maintenant passer à l'analyse des principales variations, principaux mouvements du fonds, avec le commentaire de gestion de l'équipe de gestion. Donc, il y a eu 5 entreprises qui ont été achetées ou renforcées, et 3 qui ont été allégées. On est donc donc là, je vais vous préparer une watchlist avec les différentes métriques, comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de valorisation par les flux, 2 multiples de valorisation par les stocks, ou par le bilan plutôt, 2 métriques de rendement de rentabilité,
le niveau de dette de l'entreprise, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions et ou dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Alors, au niveau achat et renfort, on a Implenia, qu'on a vu également dans le fonds Small Europe. Donc, on est sur de la construction en Allemagne, ou en Suisse plutôt. On est sur une market cap de 832 millions de dollars, une croissance du chiffre d'affaires de moins 4,3%. Donc là, à mon avis, comme on est dans la construction et vu que c'est cyclique, il y a eu le bas de cycle. J'imagine que l'équipe de management, de l'équipe de gestion, planifie une reprise du marché de la construction en Europe. Je pense que ça sera le cas aussi, mais peut-être que ça sera pas immédiat. En tout cas, les multiples sont tout à fait value. On a 4,3 valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est vraiment pas cher. Un PE, on a 8,2. Les free cash flow sont négatifs. Alors ça, c'est que c'est un problème? Pas forcément. Si c'est ponctuel, si c'est une dépense en capital élevée et qui est pas structurelle, c'est pas vraiment un problème. Il faudra vérifier ça. On est sur un rendement des capitaux investis qui est un peu faible, 5%. Là, c'est pas exceptionnel. Par contre, on a 15% vraiment des fonds propres. Donc là, on a une forte différence entre les deux, alors qu'on n'a pas un levier financier extraordinaire. Donc, j'imagine que cette société a peut-être des résultats mis en équivalence qui viennent augmenter le résultat financier. Donc là, c'est pas mal. Une bonne rentabilité, un bon petit dividende à 2,3%, mais il y a de la dilution sur le dossier, puisque le rendement d'actionnaire est à 1,5%. Donc la société a pas les moyens de ce dividende, en tout cas sur les 12 derniers mois, elle a versé un dividende à crédit. Donc, à vérifier sur les prochains exercices s'il arrive à verser ce dividende. D'un point de vue value, c'est intéressant, les multiples sont dans la zone value, et la rentabilité est plutôt bonne d'un point de vue financier. D'un point de vue opérationnel, c'est pas extraordinaire, mais bon, il doit y avoir comme je l'ai dit, des participations mises en équivalence qui doivent aider le résultat financier. Ensuite, on est sur Sigmaroc PLC, donc c'est une société plutôt britannique. On est sur, pareil, matériaux de construction. On est sur 1,2 milliard de market cap. Une énorme croissance, 69% de croissance. Donc là, j'imagine qu'il y a eu une fusion avec une autre boîte ou une acquisition énorme, parce que pour avoir autant de croissance, ça peut pas être de la croissance organique, surtout dans un marché cyclique comme les matériaux de construction. Alors, on est sur une VE sur EBITDA de 9,9. Ça me paraît très élevé. Pareil pour les autres multiples, 46,5 en PE et 16,9 en price free cash flow. Donc, pourquoi est-ce que l'équipe de management s'est intéressée à ce dossier? Il faut se rappeler que eux, dans leurs critères de valorisation, ils regardent surtout le multiple de cours sur autofinancement. On n'a pas cette valeur sur l'outil, sur Coifin. Donc c'est un flux qui se trouve tout en haut du tableau de flux de trésorerie, avant le cash flow opérationnel. Pourquoi est-ce qu'ils prennent ce multiple? Parce que c'est le moins manipulable de tous. Et donc, si c'est dans le fond, je pense que ce multiple-là correspond à leurs critères value. Donc, si vous voulez analyser de plus près, allez ouvrir les rapports financiers de cette entreprise pour savoir à quel niveau est le multiple. On est sur un rendement des capitaux investis qui est à 4,6, c'est vraiment médiocre, et un rendement des fonds propres à 4,4, donc ça c'est médiocre. Je comprends pas pourquoi ils sont sur ce dossier-là. Potentiellement, il faut retraiter les chiffres en fait. Potentiellement, ce qu'on voit ici, c'est pas sur les 12 derniers mois, c'est pas terrible, mais peut-être qu'il y a eu un quarter le dernier trimestre par exemple est bien meilleur qu'attendu. On voit que les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. On est en forte dilution. Bon, là c'est un dossier spécial. À mon avis, les datas de côté Coifin sont pas bien à jour, sont pas pertinentes, et il faut aller ouvrir les rapports financiers pour savoir de quoi il en retourne pour Sigmaroc. Eiffage. Donc là, vous connaissez construction, on est sur le BTP, sur les concessions, les autoroutes, on est sur 10,5 milliards de market cap, donc c'est une large cap quand même au niveau français. Une croissance relativement robuste, 5,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça c'est pas mal. On a une VE sur EBITDA de 5,9, ça c'est vraiment bien, et un PE de 10, et surtout un price free cash flow de 3,2. Lequel des multiples ici il faut prendre? À mon avis, le price free cash flow est plus pertinent, parce qu'on est sur une société qui opère vraiment dans un secteur mature. Donc on est plus en phase de génération de cash flow plutôt qu'en phase de réinvestissement massif. Donc là, en fait, vous voyez que ces multiples, c'est vraiment pas cher du tout. On a un rendement des capitaux investis qui est à 7%, c'est tout à fait convenable, et un rendement des capitaux propres, un rendement des fonds propres à 19%, donc c'est très élevé. Bon après, les concessions, c'est comme Vinci, on bénéficie du levier financier à plein. Donc là, ça booste bien le rendement des fonds propres avec le levier. Donc la dette est un peu élevée, mais ça, c'est pas vraiment un problème sur ce secteur, puisque la concession construction, ils ont pas mal surtout la concession, de visibilité sur les cash flows futurs, et donc ils peuvent s'endetter à des taux d'intérêt un peu plus attractifs que d'autres industries qui seraient cycliques. Donc ils peuvent supporter un niveau de dette qui est plus élevé. Donc là, ça coche toutes les cases. En plus, vous êtes sur une large cap, donc c'est un peu moins volatile, vous prenez un peu moins de risques, la communication est bonne.
Vraiment pas mal, hein. Allez analyser ça, allez mettre ça en watchlist et voir si ça peut correspondre à votre profil d'investissement. Sur un dividende tout à fait intéressant, à 4,5, avec un rendement actionnaire à près de 6%. Donc il y a des rachats d'actions en plus. Les free cash flow sont 3 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio il est à 15%. FH, ça coche vraiment toutes les cases. Allez, il y a un peu de dette, mais c'est pas vraiment un niveau dangereux pour ce type de société. Donc très bon petit dossier, hein. Je comprends pourquoi il se renforce. Ensuite on est sur Subsea, donc ils sont sur équipement énergétique. J'imagine que ça c'est plutôt pour l'exploration pétrolière ou ce type d'activité. C'est norvégien ou danois de mémoire. Voilà, on est sur 3,9 milliards de dollars US de market cap, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance soutenue, une VE sur EBITDA de 4,3, un PE de 19,5 et un prêt sur free cash flow de 6,6. Donc, on a des bénéfices nets qui sont quand même bien plus bas que les free cash flow. Pourquoi? Il faut aller voir. Parce que on a potentiellement peut-être une dépense non cash, une forte dépense non cash, c'est-à-dire une dépréciation qui a eu lieu récemment. Et ça impacte pas les free cash flow. On voit que le VE sur EBITDA est bas et le price free cash flow est bas, donc à mon avis on peut ignorer le PE. On est sur une légère décote sur actifs, on est pile sur les actifs tangibles, donc bon, il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau-là, mais on n'est pas non plus survalorisé par rapport aux actifs tangibles, donc ça c'est bien. Attention que la rentabilité est faible, hein. Là pareil, hein, ils sont pas vraiment sur leurs critères de qualité, donc il faut regarder peut-être sur les derniers trimestres quelle est la rentabilité, le rendement des fonds propres. Peut-être que dernièrement ça s'est bien amélioré. On est sur quasiment pas de dette nette, donc ça c'est bien. Un dividende qui est énorme, à 9,2%, avec un rendement d'actionnaire qui est à 6,5, donc il y a un peu de dilution sur le dossier. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, on l'a vu, on est quasiment à 3 fois plus, donc le payout ratio ici il est plutôt à 30%, entre 25 et 30%, donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. On pourrait même racheter des actions pour compenser la dilution qu'on voit ici, hein. Là-dessus, Subsea, ça m'a l'air intéressant, mais il faudrait vérifier la rentabilité qui m'a l'air pas très élevée, hein. Donc ça c'est peut-être un point négatif sur le dossier. Inra Sistemas, donc ça on la connaît, c'est une entreprise espagnole spécialisée plutôt dans la défense, hein. Ils mettent IT Services, il y a plusieurs activités, c'est une sorte de Thales en fait espagnol, 5,1 milliards de dollars de market cap, donc c'est une grosse mid-cap espagnole, 8,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est pas mal. Les multiples commencent à se tendre, hein. On a 10,1 en VE sur EBITDA, 17,7 en PE, 11,5 en price free cash flow. Donc là on sort de la zone value, et en fait le dossier, en fait, ils font une exception, et ça, c'est depuis quelque temps. Tout ce qui est secteur défense, j'ai l'impression qu'ils s'autorisent à sortir de leurs critères quantitatifs pour pouvoir les acheter. Et donc, ils se basent plutôt sur une stratégie croissance. Donc, ça marche pas mal, hein, ce pari. En plus, on est sur une société de très bonne qualité, hein. 17,2% de rendement des capitaux investis, c'est très bon. 23% de rendement des fonds propres, excellent. Il y a quasiment pas de dette sur Inra Sistemas. 0,9% de rendement du dividende, donc là, bon, c'est pas fantastique. 1,5% en rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. On a un payout ratio qui est à 16%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça peut augmenter lourdement, hein. On peut largement augmenter le dividende et les rachats d'actions, sans problème sur Inra Sistemas. Bon petit dossier. Si on reste strictement sur une stratégie value, on n'est plus dedans, hein. Là, on va passer sur une société de croissance, hein. L'avantage que ça a, Inra Sistemas, c'est que c'est moins valorisé que du Dassault Aviation, c'est moins valorisé que du Thales, c'est moins valorisé même que du Leonardo, par exemple, ou que du Rheinmetall. Le Rheinmetall, c'est complètement parti en sucette. Mais là, donc Inra Sistemas, ça reste relativement abordable encore. Niveau allègement, on a Elecnor, alors, société espagnole également, plutôt construction. On est sur 1,5 milliard de dollars US de market cap, 9,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont très élevés. Donc, pourquoi est-ce que c'est dans le fond? Alors, peut-être que justement, il y a eu une mauvaise publication dernièrement, ou peut-être que ça a dépassé leur objectif de valorisation. C'est pour ça qu'ils s'allègent. Mais on voit qu'en effet, on est sur une perte nette sur les 12 derniers mois. Donc, ça n'a rien à faire dans un fonds value, hein. Donc, je sais pas si ils le sortent. Depuis combien de temps on a ces métriques-là sur Elecnor, mais je pense pas que ça aurait dû être dans le fond. Vallourec, donc ça c'est un bon petit dossier, hein, Vallourec. Donc c'est une société qui a fait un turnaround qui a très bien marché. On est sur l'amont pétrolier, où ils font des tubes en acier sans soudure, donc ça c'est pour l'exploration, enfin non, c'est pour le pompage du pétrole et du gaz. On est sur une grosse mid-cap, 3,9 milliards de dollars US de market cap. À noter qu'il y a quand même ArcelorMittal qui est bien présent au capital et qu'on va pouvoir potentiellement avoir une OPA où ils vont sortir la société de la cote, donc ça donne une prime spéculative au dossier.
On a une VE sur EBITDA de 4,7 fois, donc ça c'est pas cher payé, un PE de 8,1 et un price to cash flow de 11,6. Je pense que le multiple de price to cash flow on peut l'ignorer parce que il y a des dépenses en capital un peu exceptionnelles sur Vallourec, ce qui fait baisser les free cash flow. Mais on voit que les deux autres multiples sont dans la zone value, donc ça c'est pas mal. On a un rendement des capitaux investis qui est à 12,3%, c'est très bon, et un rendement des fonds propres à 20% sans dette. Hein. Donc ça c'est quand même excellent. On est cash net sur Vallourec avec une forte rentabilité, un fort rendement des fonds propres, un dividende à 10%, excellent. On n'a pas l'info sur le rendement de l'actionnaire, donc ça à vérifier, ni le payout ratio, donc à vérifier de plus près. Vallourec, et je pense que il pourrait le conserver dans le fond. Hein. À mon avis, c'est d'ailleurs cette semaine ça a dû bien baisser avec l'ensemble du marché. À ce niveau, je pense que ça reste tout à fait attractif. Hein. Après, vu que le pétrole a baissé, ça influe, l'amont pétrolier a un bêta supérieur aux pétrolières, et ils sont encore plus sensibles que les pétrolières aux variations du marché. Donc bon, Vallourec ça va être un peu volatile, mais en même temps, là les multiples sont vraiment pas chers, quoi. Ensuite on a du Saint-Gobain, donc ça c'est pareil, c'est une société qui a changé de business model depuis 2020 et ça s'est très bien passé, les marges ont fortement augmenté. Donc la société ce qu'elle a fait c'est qu'elle s'est séparée d'activités moins rentables pour se focaliser sur des sociétés qui ont des activités, des segments d'activités qui ont des meilleures marges. Et ça a bien marché. Par exemple ils ont spin-off Veralia. On est sur une large cap, hein, on est dans le CAC 40 là, 44,5 milliards de dollars USD market cap, une croissance qui est faible en rythme annualisé sur 5 ans, mais en fait ça inclut les désinvestissements, donc le périmètre a changé. Donc il ne faut pas tenir compte de cette croissance. On est sur un multiple de VE sur EBITDA de 7,1, donc ça c'est en dehors de ma zone value qui est à 7, le PE à 15,3 et le price to cash flow à 12,3. Donc en fait je comprends qu'ils allègent, hein, c'est juste que la société maintenant est bien valorisée, commence à être bien valorisée par le marché. On a un rendement des capitaux investis qui est tout à fait correct, à 9,2%, un rendement des fonds propres qui est bon, à 12% quasiment, un peu de dette au bilan, à 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, mais rien d'alarmant. Il y a un petit dividende à 2,7%, traditionnellement Saint-Gobain, ça verse des dividendes plus élevés que ça, mais comme le marché a bien revalorisé l'action, le rendement a baissé. Maintenant, vous avez un rendement d'actionnaire qui est à 3,8%, il y a des rachats d'actions, ça c'est plutôt bon, hein, et un payout ratio qui est à 36% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on est plus proche de 30% à mon avis, donc cette rémunération d'actionnaire peut monter beaucoup plus. Donc Saint-Gobain, je comprends qu'ils allègent, c'est plus de la value, vous êtes maintenant sur un petit dossier dividende, fonds de portefeuille je pense, un peu cyclique toutefois, hein, comme type d'activité, mais voilà, assez qualitatif. Voilà pour cette revue du fonds Europe. Si ce genre de format vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, et mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.